bonsoir. L'événement sur France 3 il y a quelques minutes, c'était l'entrée du président de la République dans la campagne électorale des législatives. Pendant presque une heure, le chef de l'État a dialogué avec les Français entre 19h et 20h. Le chef de l'État récidivera d'ailleurs demain à la même heure sur France 3 toujours. Aujourd'hui donc, François Mitterrand a répondu aux questions sur la politique, notamment sur la cohabitation, sur la recomposition du Parti socialiste, nous allons y revenir, mais surtout aux questions sur l'emploi et par exemple sur l'immigration. Écoutez cet échange. Bonsoir Monsieur le Président. Je ne suis pas une militante du Front National, mais une déçue du socialisme. Mon mari est au chômage depuis 1 an et demi et à présent en fin de droit. Pour vivre, il cherche des petits emplois, mais nous constatons qu'ils sont toujours occupés par des travailleurs immigrés. Envisagez-vous, dans un proche avenir, d'instaurer la préférence nationale pour l'emploi et l'aide au retour des immigrés? Madame, lorsque un immigré a été accepté sur le territoire français, accepté à la fois par le ministère de l'Intérieur et par le ministère du Travail, il a un contrat de travail et il a le droit de résider, je lui reconnais tous les droits qu'ont les autres travailleurs en France. Cela peut vous choquer, la préférence nationale à l'égard des gens que nous avons acceptés doit nous conduire naturellement dans un pays civilisé à reconnaître à ces gens-là tous les droits d'un être humain, d'un travailleur, qui contribue à notre production nationale. Lorsqu'il s'agit de travailleurs qui sont en situation irrégulière, ce qui arrive malheureusement souvent, alors vous avez raison, il est nécessaire, bien entendu dans les termes du droit et en se reportant du côté des décisions de justice et non pas par des oukases administratifs, il est nécessaire d'y mettre bon ordre et de ne pas accepter la présence de ces immigrés-là. C'est tout ce que je peux vous répondre. Le président a encore évoqué beaucoup d'autres problèmes, notamment politiques, et nous allons y revenir dans quelques minutes. Mais il faut remarquer que son intervention s'est faite au lendemain d'un coup de tonnerre politique, celui de Michel Rocard hier soir. Au cours d'un meeting où Michel Rocard était aux côtés de Laurent Fabius, l'ancien Premier ministre Michel Rocard donc a plaidé pour un Big Bang à gauche. Michel Rocard appelle à la naissance d'un vaste mouvement beaucoup plus ouvert que le Parti socialiste. Roland Sicard, Claude Sicard, récit. Michel Rocard et Laurent Fabius avaient beau être côte à côte, ils ne se sont pas beaucoup regardés. Quelques coups d'œil furtifs et c'est tout. Il faut dire que l'ambiance n'était pas au beau fixe. Rocard avait prévenu, il allait dire quelque chose d'important. Pour lui, le PS d'Épinay, c'est fini. Ce qu'il faut, c'est un nouveau mouvement avec des écologistes, des centristes de progrès, des communistes rénovateurs. Bref, c'est la rupture programmée pour l'après-mars 93. Bien sûr, je sais, et vous aussi sûrement, que la période immédiate se prête mal à ce Big Bang politique auquel j'aspire. Mais dès les législatives passées, nous devons bâtir d'urgence le mouvement, l'instrument de transformation dont la France a besoin, avec tous ceux dont les valeurs ou les références sont compatibles avec les nôtres, même si certains d'entre eux sont actuellement nos concurrents. Rupture, Big Bang, ça ne risquait pas de plaire à l'actuel patron du PS et ça n'a pas plu. Laurent Fabius a répondu, ce sont les militants qui trancheront et en fait de Big Bang, le PS sera toujours le PS. Je sais que le socialisme et le Parti socialiste existeront aussi longtemps qu'il y aura des injustices à redresser et des causes justes à défendre. Je sais qu'en France, comme dans le monde, il y a encore énormément d'injustices à faire reculer. Je sais qu'on a besoin pour cela d'un Parti socialiste ouvert et rénové. Et je sais que tous ceux qui sont là seront au rendez-vous lorsqu'il s'agira, après l'élection, d'engager cette réforme et cette rénovation dont non seulement le socialisme, mais la démocratie en France et en Europe ont besoin. Fabius qui veut simplement rénover quand Rocard veut tout changer, il n'y a plus vraiment lieu de discuter. C'est probablement pour ça que les deux hommes, même s'ils étaient côte à côte, ne se sont pas beaucoup regardés et qu'ils sont partis, chacun, vers leur destin. Évidemment, les premiers échos de ce Big Bang ont eu lieu au Parti socialiste, où cette initiative a été diversement appréciée. Nathalie Saint-Cric. Michel Rocard, en grand ordonnateur du Big Bang, il y a les franchement pour, comme Jacques Delors ou Pierre Bérégovoy. Cette volonté de rénovation et d'élargissement me paraît correspondre à ce qui est indispensable pour notre pays. Il y a les franchement contre, comme Laurent Fabius, qui refuse de devenir le premier secrétaire d'un petit parti noyé dans un grand mouvement. Et il y a ceux qui, comme Lionel Jospin, veulent un grand mouvement avec un PS rénové comme noyau dur.
Je crois à une tradition qui doit être maintenue, mais qui doit être ouverte à d'autres. Il ne s'agit pas d'un fourre-tout, il s'agit d'un mouvement progressiste, même si des sensibilités différentes peuvent être agrégées, même doivent être agrégées. Les jeunes quadras, eux, sont plutôt pour ce qu'ils considèrent comme un sursaut de l'oxygène. En clair, la seule chance pour eux de s'en sortir. Si c'est pour faire la énième nébuleuse présidentielle, ça je crois que ce serait vraiment retourner dans nos ornières du passé. Si on est capable, entre écologistes, entre socialistes, avec des communistes, et puis plus largement encore, de faire du neuf, de faire une sorte de nouvelle... Alors là moi, je suis très favorable à cela. Alors, la rénovation, tout le monde est globalement pour. C'est le bon côté du Big Bang. Mais chez les socialistes, on attend tout de même de Michel Rocard quelques précisions. S'agira-t-il d'un PS rénové, ouvert aux autres mouvements, ou d'un vaste rassemblement légèrement ouvert aux socialistes? Là est leur question. Autre réaction importante, celle des écologistes, des communistes rénovateurs, des centristes, des militants des droits de l'homme, bref, tous ceux que Michel Rocard a appelés à ses côtés. Et dans tous ces mouvements, vous allez le voir, on n'est pas très chaud pour cette initiative. Écoutez. C'est la fin du socialisme. Ça a duré un siècle. Et puis nous avons vu partout maintenant en Europe et dans l'ancienne Union soviétique, c'est bien ça, hein, l'écroulement de ce qui représentait l'espoir pour une bonne partie des mouvements sociaux. C'est fini, il faut inventer autre chose. Mais alors, s'il faut inventer autre chose, et que c'est fini, et entre nous, ça finit plutôt mal en France, ça finit dans le fossé, ça finit dans le capitalisme financier, dans les affaires, quand même, il faut du neuf. À ce moment-là, il faut que Rocard peut-être en tire les conséquences. Moi, je lui tiens ouverte sa carte d'adhésion à Génération écologique. Je crois simplement qu'il est prématuré d'avancer des solutions du type de celles que propose Michel Rocard. Nous avons l'ambition de construire un pôle écologiste fort et je pense que c'est autour de ce pôle écologiste maintenant qu'il faudra éventuellement envisager leur composition politique. Et si Michel Rocard veut en être, pourquoi pas? Je prends ça très au sérieux, mais en posant les questions qui se posent, et parce qu'il ne s'agit pas de marier la carpe et le lapin pour continuer à faire la même politique. Il ne peut pas en être question. Donc moi je suis ouvert à toutes les confrontations, à toutes les discussions possibles dans la clarté. Si je devais donner un conseil à Michel Rocard, dans l'état de délabrement actuel du Parti socialiste, délabrement moral, je lui dirais qu'il commence donc à faire le Big Bang à l'intérieur du Parti socialiste et dans les têtes des dirigeants socialistes. Et ensuite, s'il veut nous aider à résoudre les problèmes de la France, qu'il convainque le Parti socialiste dans l'opposition demain de prendre une attitude constructive. Bonne chance, bon vent, une aventure commence enfin, et j'espère qu'à droite, d'ailleurs, la même aventure se produirait, ça changerait le climat politique, il en a besoin. Restaient bien sûr les réactions du côté de l'opposition, et là les réactions sont franchement hostiles, voire ironiques. 3 exemples, Valéry Giscard d'Estaing. Michel Rocard, dit-il, est à la recherche d'électeurs. François Léotard, pour l'UDF toujours, estime que le Big Bang de Michel Rocard est un bricolage sur fond de désastre annoncé. Enfin, René Monory, président centriste du Sénat, affirme que c'est un Big Bang qui ne pète pas fort. Et puis alors, bien évidemment, l'initiative de Michel Rocard a été évoquée tout à l'heure sur France 3, donc dans le 19-20, le président de la République a dit ce qu'il en pensait. Il ne faut pas avoir peur, comme le dit Rocard, de s'élargir. Mais il ne faut pas perdre la rampe, il ne faut pas perdre sa base. Si bien que le premier souci à faire, c'est de réunifier ou d'unifier davantage le Parti socialiste lui-même. Avant d'élargir ses alliances, il faut que lui-même retrouve son message. S'il le retrouve, si les courants arrivent à disparaître ou à s'effacer au bénéfice de leur formation politique commune, vous voyez, je parle comme un ancien responsable du Parti socialiste, et encore une fois, vous me faites sortir un peu de mon rôle, alors je pense que les leaders socialistes pourront penser, comme le demande Michel Rocard, ce seront les militants, comme on a dit, qui Mais pensez-vous que le renouveau du Parti socialiste soit une bonne chose? Et que pensez-vous de l'avenir de Michel Rocard? Sans aucun doute, ce serait une très bonne chose. Je répète, je ne veux pas, moi, trop me mêler des affaires partisanes, y compris lorsqu'il s'agit de gens d'une formation politique que j'aime. Mais ce que je pense, c'est que le Parti socialiste doit d'abord dominer ses propres contradictions, maîtriser ses propres divisions, retrouver sa propre ligne, rester fidèle à ses origines. Et le socialisme en France, c'est une grande réalité historique. Et à partir de là, si tout cela se fait, les propositions de Michel Rocard,
valent la peine d'être examinées. Voilà donc ce que disait le président de la République il y a quelques instants à peine en réponse à un téléspectateur de France 3. Alors ce qu'on peut remarquer tout de même, Arlette Chabot, c'est que François Mitterrand et Michel Rocard sont entrés dans la campagne des législatives presque simultanément. Oui, alors c'est un chassé-croisé François Mitterrand, Michel Rocard, dont on a l'habitude dans leur vie politique respective. C'est vrai qu'ils entrent en campagne tous les deux en même temps. Et pourquoi? Eh bien parce que le socialiste va mal, le Parti socialiste va mal, que les socialistes eh bien, peuvent subir une véritable déroute en mars prochain. Mais évidemment, chacun intervient à sa façon et suivant ses propres intérêts. Alors François Mitterrand intervient pourquoi? Parce que c'est son tempérament, il s'engage toujours dans les campagnes électorales. Deuxièmement, parce qu'il est comptable, au moins en partie, du bilan qui sera jugé en mars. D'ailleurs, le chef de l'État l'a dit tout à l'heure sur FR3, j'assume, mais il l'a répété à plusieurs reprises. Et puis aussi, j'allais dire, il intervient pour asseoir sa position de chef de l'État avant la cohabitation. Et là, encore une fois, il rappelle que lui a bien été élu pour 7 ans en 1988 et que d'autres, ses prédécesseurs, Georges Pompidou, Charles de Gaulle et Valéry Giscard d'Estaing, avaient dit qu'eux aussi, en cas de défaite électorale, ils assumeraient leur mandat jusqu'au bout. Voilà pour le chef de l'État. Michel Rocard, donc, lui aussi intervient plus tôt qu'il ne le souhaitait et plus loin sans doute qu'il ne le voulait aussi. Pour la même raison, Michel Rocard pense à son avenir présidentiel et il sait bien qu'il ne pourra pas lui asseoir sa candidature sur un parti qui serait complètement défait en mars prochain. Donc il donne un coup de main électoral, espère-t-il, aux socialistes et surtout un espoir en proposant donc ce rassemblement très large pour demain avec des écologistes et des communistes rénovateurs et peut-être d'autres. Là aussi, donc, Michel Rocard dresse un espoir pour l'avenir, mais en même temps, lui, crée une rupture avec le passé, c'est-à-dire qu'hier, il a fait un véritable mea culpa, reconnaissant toutes les erreurs du PS, et puis en disant aussi que ce Parti socialiste, donc, est fini. Et ce Parti socialiste qui est fini, c'est celui qu'avait créé, au fond, François Mitterrand en 1971. C'est là qu'il y a le décalage entre les deux, ce qui explique pourquoi François Mitterrand rappelait tout à l'heure que lui reste attaché à un certain type de Parti socialiste. Décalage, divergence aussi, on l'a remarqué, entre les deux hommes, il y a quand même des divergences sérieuses. Alors écoutez, ce qui est certain, c'est qu'en mars prochain, peut-être que les socialistes auront l'impression d'avoir deux chefs. L'un à l'Élysée, qui espère terminer son mandat, et l'autre qui sera peut-être à leur tête pour préparer l'élection présidentielle. Ce que les socialistes aimeraient bien, effectivement, c'est qu'il n'y ait pas une nouvelle passe d'armes, une nouvelle rivalité entre les deux, mais qu'il y ait plutôt complémentarité. C'est leur seul plan, je salue. Merci Arlette. Alors autre problème évoqué par le chef de l'État, vous le disiez d'ailleurs Arlette, c'est l'après-mars. Et là, une éventuelle cohabitation en cas de victoire de l'opposition. Et là, le chef de l'État a expliqué qu'il comptait bien effectivement rester de toute façon à son poste. Écoutez. Je dois exécuter le mandat pour lequel j'ai été élu. Et on ne doit surtout pas, sur le plan des institutions, confondre les choses. Une élection législative, ce n'est pas une élection présidentielle. Et si on commence comme ça, alors on n'en finira pas. Ce sera l'instabilité permanente. Alors il n'y a pas de raison de ne pas faire démissionner un député ou le président de la République s'il y a un changement de majorité dans un conseil municipal. Non, il n'en est pas question. En revanche, si la politique qui est faite me paraît inacceptable, bien, je pense que ce seront les Français qui auront à décider. Je ne sais pas exactement, mais comme c'est à l'heure actuelle une hypothèse. Qu'est-ce qui pourrait être et inacceptable, ce n'est pas une réalité, ben, je n'en sais rien, on verra bien. Ça dépendra de la future majorité. Vous n'avez pas fait votre choix? Non, mais comment voulez-vous faire mon choix? Je ne sais pas qui va gagner quand même. Et en plus, si même j'avais la conviction que ce serait l'actuelle opposition qui l'emporterait, comme beaucoup de choses semblent le démontrer, je me battrai auprès de ceux qui m'ont fait confiance. Je serai solidaire de ceux qui sont quand même les plus proches amis politiques pour tenir jusqu'au bout et expliquer aux Français comme on le fait ce soir. Et puis dans cette importante intervention, le chef de l'État avait aussi, il faut en retenir, noté qu'il avait aussi prévenu l'opposition de ne pas toucher à la retraite à 60 ans. Et puis je vous le disais, dès le début de son intervention, M. Mitterrand a parlé du chômage en assumant ce qui se passe. Écoutez. Il y a 3 millions de chômeurs, 10% de la population active. Alors comment pouvez-vous cautionner un tel marasme économique tout en restant attaché à vos valeurs sociales? D'abord le chômage, et je sais que ce n'est pas un réconfort pour ceux qui en souffrent en France, ce n'est pas un mal français. Pas davantage, permettez cette parenthèse, ce n'est pas un mal socialiste. Ça a été un ouragan à partir de 1973. Que faire? D'abord,
faire que la maison ne soit pas emportée par l'ouragan. Alors consolider le toit, oui, les portes et les fenêtres, vous savez que quand un courant d'air violent passe, tout s'en va, et assurer les fondements. Pour cela, il fallait absolument que nous ayons une économie en bonne marche. Et cette économie, elle marche correctement, puisqu'elle est à l'heure actuelle la meilleure d'Europe occidentale. Mais meilleure, ça ne veut pas dire, par exemple, la croissance. On a cherché plus de croissance, produire davantage, et dans de meilleures qualités. On y est arrivé, puisque nous étions en 92 le premier pays de la communauté, avec 2% de croissance. On s'est aperçu que ça ne suffisait pas. Alors Philippe Sassier, est-ce que la France est toujours le bon élève de la classe Europe? Non, c'était vrai en automne, ça ne l'est plus aujourd'hui. D'abord parce que notre déficit budgétaire dérape, 230 milliards en 92, et on va probablement passer 300 milliards cette année. Ensuite parce qu'il n'y a plus de croissance, mais une récession. Nous sommes entrés en récession au 4e trimestre de l'an passé. Au mois de décembre, la production industrielle a baissé de 2,8% et en 3 mois, nous avons détruit 100 000 emplois. Ensuite, parce qu'il y a un chômage qui augmente, qu'il y a des investissements qui sont en panne et des faillites qui sont en train d'augmenter également, eh bien, nous allons également connaître très probablement une récession tout au long de ce premier semestre et ces faillites vont se faire sentir lorsque l'heure de la reprise sonnera. Merci Philippe Sassier. Voilà pour ce qu'on pouvait dire donc pour cette intervention importante du chef de l'État. Ce n'était que la première moitié. Demain, le chef de l'État, dans le 19-20 de France 3, répondra de nouveau aux questions des téléspectateurs en abordant notamment des sujets comme les affaires ou l'actualité internationale. Le reste de l'actualité maintenant est avec d'abord ce terrible drame au large d'Haïti. Un ferry d'une ligne régulière a coulé au large de Port-au-Prince. Il y avait 2000 personnes à bord, il n'y aurait pratiquement pas de survivants. Le drame a eu lieu en fait mardi soir, mais on ne l'a su qu'aujourd'hui, lorsque quelques survivants ont réussi à regagner le rivage. Anne Mourgue a pu joindre au téléphone un résident français en Haïti. Écoutez. C'est un bateau à fond plein, trentaine de mètres de long, conçu pour transporter quelques 500 ou 600 personnes, et qui, en l'occurrence, ont transporté beaucoup plus. Selon le capitaine du navire, il avait embarqué près de 2000 personnes et plus du fret à destination de Port-au-Prince. Il a chaviré, il n'a pas coulé, mais il s'est renversé. Comme les Haïtiens, en général, ne savent pas nager, que le bateau a dû chavirer à plusieurs kilomètres de la côte, il y a eu, semble-t-il, très peu de survivants. Aux États-Unis, première grande bataille de Bill Clinton. Il s'agit pour le président de convaincre les Américains du bien fondé de sa politique économique. Pas d'illusion, a-t-il dit, la situation est difficile et en conséquence, les Américains devront payer plus d'impôts. Apparemment, c'est un discours qui est bien passé dans l'opinion. Jean-Marc Ilouz à Washington. Une mini-relance de 30 milliards de dollars, mais une purge de 500 milliards de dollars en 5 ans pour désintoxiquer l'Amérique de ses dettes. Le docteur Clinton n'y est pas allé de main morte hier soir au Congrès. 250 milliards d'impôts nouveaux et 250 milliards d'économies pour l'État fédéral. Si nous n'avons pas le courage de cesser de miser sur un futur à crédit, nous nous condamnerons à la stagnation, à la récession ou à la dépendance, a martelé le président Clinton. Il est temps de faire face aux réalités. Tous les grands postes du budget de l'État dont la défense seront touchés et la réforme du coûteux système de santé n'est pas encore chiffrée. Théoriquement, seules les grandes sociétés et les revenus mensuels supérieurs à 50 et 100 000 francs supporteront l'essentiel des nouveaux impôts. Mais à travers une première imposition de l'énergie ou des retraités les plus aisés, la pression fiscale touchera également les 13 à 20 000 francs par mois. Donc, directement, les classes moyennes que Bill Clinton avait promis d'épargner. Je comprends qu'il faut maîtriser le déficit, mais en même temps, je ne pense pas qu'il respecte ses promesses. Il faudra me convaincre que le sacrifice que je suis prêt à faire donnera vraiment des résultats. Au Congrès, les Républicains dénoncent déjà le grand gaspillage démocrate. Les représentants des pétroliers, des fermiers, des retraités sortent l'artillerie, mais Bill Clinton, le populiste, lui, est déjà loin, parti prêcher à l'Amérique profonde, l'austérité comme thème de salut. Réaction plutôt favorable aussi du côté des milieux financiers. La bourse de New York, par exemple, a réagi par une hausse. Bruno Albin à Wall Street.
Pas vraiment l'enthousiasme à Wall Street ce matin, mais pas non plus le désespoir. Dans les allées de la bourse, le programme économique du président et son volet fiscal ont été accueillis prudemment, même si certains s'inquiètent du cap fixé par la Maison-Blanche. Cela va torpiller la reprise économique, parce que ce n'est pas un programme de croissance et qu'il va tout simplement ralentir la reprise de l'emploi et la croissance. Dans une période plus faste, on aurait pu se permettre de prendre des mesures fiscales très fortes, mais à l'heure qu'il est, ce n'est pas très approprié. Mais à Wall Street, il y a aussi ceux qui pensent qu'il est dangereux de jouer à la bourse en restant assis sur la montagne du déficit. Avec ce plan, je crois que chacun devra payer sa juste part. Après 12 ans d'orgie républicaine, il est grand temps de faire face à la réalité. L'annonce de l'augmentation de l'imposition des bénéfices des sociétés, de la hausse des impôts sur le revenu et d'une taxe sur l'énergie avait pourtant été saluée en début de semaine par une chute de 2,5% de l'indice Dow Jones. Ce matin, la tendance est toujours à la baisse. Le monde boursier n'est pas facile à convaincre. Seul signe concret d'optimisme, la baisse des taux sur le marché des obligations. À Wall Street, certains semblent donc penser que l'administration Clinton parviendra à juguler le déficit budgétaire et que, d'autre part, la hausse des impôts empêchera les prix de s'envoler. En France, la Poste ne bougera pas demain. Elle sera même presque paralysée dans presque toute la France puisque syndicats et direction ont rompu les négociations. La plupart des syndicats, en fait surtout la CGT, appellent à la grève nationale. Alors je vous rappelle que les postiers protestent contre des réductions d'effectifs prévues dans le plan de réorganisation de l'entreprise. Pour Yannick Letranchant et Philippe Dumail, ils sont allés suivre un facteur à Colombes, dans la région parisienne. État d'âme. Pour Jean-Marc Galmard, l'outil de travail n'a pas changé, le vélo et les bonnes vieilles sacoches bourrées à craquer. La routine, en quelque sorte, depuis 20 ans, 3 heures de tri chaque matin avant de faire sa tournée dans le centre de Colombes, en banlieue parisienne. Il y a beaucoup de gens dans l'enseignement, de médecins, tout ça, alors ça reçoit quand même pas mal de plis, ce qui fait qu'il y a un trafic très très important. Tous les matins, oui, il y en a devant, il y en a derrière, dans les sacoches. Ses préoccupations rejoignent celles de ses collègues de Paris ou de province, la peur d'être victime de la modernisation de la Poste, recherche d'économie, rationalisation de la distribution du courrier et suppression d'emplois. 3000 sont prévus cette année sur toute la France. Dans quelques jours, dans quelques mois, on pourra nous dire, bon, il y a 3, 4, 5, 6 suppressions d'emplois à Colombes, on ne sait pas. Et le jour que ça va nous emmener dessus, ben on le saura, c'est tout. Mais en plus d'une dégradation de ses conditions de travail, Jean-Marc Galmard voit le service public menacé. Si on va dans cette logique-là, eh bien la Poste perdra toute son efficacité, tout son crédit qu'elle a eu jusqu'à présent au niveau des usagers. Et demain, pour dire ses inquiétudes, le facteur de Colombes raccrochera son vélo et ses sacoches. Un géant de l'électroménager vient de naître de la fusion du petit français Darty et du gros britannique Kingfisher. Alors qui en profitera le plus? On ne peut pas encore le dire pour l'instant. En tout cas, le groupe ainsi créé devient le numéro 1 européen de la distribution de produits électroménagers. Frédéric Crotta. En voiture pour la conquête européenne de l'électroménager. Racheté par ses salariés il y a 5 ans, Darty a une bonne gestion mais de grosses dettes. Kingfisher lui apporte 1,6 milliard de francs, éponge le montant de la dette et surtout offre 11% de son capital. En échange, Darty abandonne 95% de ses actions. C'est un nouveau départ au niveau de la volonté de progresser en Europe et sur tous les marchés européens. En fait, dans un climat morose, les actionnaires salariés de Darty s'en sortent bien. Kingfisher est inconnu en France, mais en Grande-Bretagne, il regroupe toute une série de marques, Woolworths, B&Q et surtout Comet. L'an passé, l'ensemble du groupe a dégagé un bénéfice d'1,7 milliard de francs. Même s'il y a fusion, pas question de perdre son identité. Darty va rester leader en France. Mais pour l'Angleterre, nous conservons notre marque Comet. Une nouvelle alliance est née. Darty va s'ouvrir à l'Europe, mais le puissant Kingfisher pourrait bien investir dans d'autres affaires en France. Cette affaire très douloureuse maintenant. Une jeune femme de Metz vient d'être inculpée pour empoisonnement. En fait, elle était séropositive, elle avait caché son état à son compagnon et elle lui a vraisemblablement transmis le virus. C'est son compagnon qui porte plainte et l'affaire provoque une polémique dans les milieux médicaux. Caroline Laudrin.
Pour la première fois en France, une inculpation pour empoisonnement en matière de transmission du sida est retenue. À l'origine, une plainte déposée par l'avocate du jeune homme contaminé, une plainte basée sur l'article 301 du Code pénal. Cet article dit que quiconque administre à autrui une substance mortelle se rend coupable du crime d'empoisonnement. À mon sens, c'est très clair. Elle lui a transmis un virus mortel, elle est par conséquent coupable du crime d'empoisonnement. Reste désormais au juge d'apporter la preuve qu'il y a eu dans cette affaire intention délibérée de donner la mort, alors que jusqu'à présent, dans ce type de dossier, seule avait été retenue la non-assistance à personne en danger. Réaction de protestation aujourd'hui, tant du côté de la magistrature, où l'on considère que c'est avant tout une affaire de santé publique, que du côté des associations d'aide aux malades du sida. Les assises, c'est la chasse aux sorcières, l'empoisonnement, c'est la chasse aux sorcières aussi. Et est-ce que c'est vraiment le contexte où les choses vont pouvoir être débattues par rapport à une histoire qui a d'abord impliqué 2 personnes dans leur vie privée? C'est difficile pour une femme de demander à son partenaire de mettre un préservatif. Il faut savoir que beaucoup d'hommes le refusent. C'est difficile dans une ville de province de vivre sa séropositivité parce que ça renvoie à une image de honte. Pour le ministre de la Santé, la voie judiciaire n'apporte pas de solution à un problème avant tout médical. Alors il y a un conflit entre le secret médical essentiel qui doit être préservé et la préservation de la vie éventuelle d'un homme ou d'une femme. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Il faut beaucoup pour discuter avec le Conseil de l'ordre et faire évoluer les choses. Mon sentiment, parce que c'est toujours le cas lorsque des enfants sont battus, on lève le secret professionnel, c'est que là aussi on doit tendre à lever le secret professionnel. Ce soir, Bernard Kouchner vient d'appeler Louis René, l'ancien président de l'Ordre des médecins, pour une réflexion sur cette levée du secret professionnel. Didier Gentil, l'assassin de la petite Céline condamné à perpétuité pour ce meurtre, vient d'être inculpé pour une autre affaire. Avec un complice, ils auraient tué un appelé à Périgueux en 1986. C'est le complice, lui aussi inculpé pour cette affaire, qui a dénoncé Gentil. Valérie Gagé, Gilles Marinet. Laurent Bureau a disparu au soir du 8 mai 86 alors qu'il rentrait de permission quelque part entre la gare et la caserne de Périgueux. Le gardien du gymnase municipal a trouvé son corps le lendemain sous les tapis de sol. Battu avec barbarie, il avait encore une corde autour du cou. Tous les appelés de la caserne recevront des policiers un questionnaire écrit. Parmi eux, un certain Didier Gentil. Mais l'enquête ne donne rien et les policiers se tournent très vite vers les milieux marginaux de la ville. 2 vagabonds seront successivement incarcérés et libérés au bout de plusieurs mois, faute de preuves. L'inculpation de Didier Gentil en 88 pour le meurtre de la petite Céline poussera les policiers à l'interroger. Mais Gentil a toujours nié toute participation au meurtre de Laurent Bureau. L'homme qu'il accuse aujourd'hui est un autre vagabond incarcéré à Brest, Francis Holm. Inculpé lui aussi, il prétend que Gentil était avec lui le soir du meurtre. Cette affaire-là est connue. Elle est connue depuis 7 ans. Et on a fait le tour 10 fois de tous les indices qu'on pouvait avoir. Rien, jamais rien, en 7 années, n'a été relevé contre Gentil. Alors c'est pas parce que peut-être il y a quelqu'un qui divague dans une prison quelconque de France au motif qu'on a beaucoup parlé de Gentil pendant le mois de décembre ou qu'il y a une dynamique dans ce sens que pour autant ça changera le cours des choses. Condamné à perpétuité pour le meurtre de Céline, c'est dans sa prison de Vars, dans l'Isère, que Gentil s'est vu notifier cette nouvelle inculpation. Rebondissement dans l'affaire Orsep. Il s'agit de cette officine qui dépendait du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais. Sa faillite met en cause, vous le savez, un certain nombre d'élus socialistes de la région. Or, aujourd'hui, Marie-Christine Blandin, la nouvelle présidente du Conseil régional, porte plainte. Elle a le sentiment que l'affaire était en train d'être étouffée par la justice. Benoît Gadré. CEP, organisme associé au Conseil régional, a déposé son bilan en décembre 92 avec un passif de 17 millions de francs. La semaine dernière, devant un juge d'instruction lillois, la comptable de l'Orsep, inculpée et écrouée pour détournement de fonds, a fait d'importantes révélations. Selon elle, des élus et des fonctionnaires proches de Michel Delebarre et de l'ancien président du Conseil régional, Noël Joseph, auraient bénéficié de salaires fictifs, de subventions déguisées, autant d'anomalies budgétaires opérées sur des fonds publics. Le juge d'instruction a donc demandé au parquet de Lille un réquisitoire supplétif, en clair la possibilité d'enquêter sur les faits dénoncés. Or le procureur de Lille vient de lui opposer un refus, le juge ne s'occupera que de la comptable. En fait, c'est la lampiste que l'on poursuit et les autres sont tranquilles. Les autres feront l'objet d'une enquête préliminaire diligentée par le parquet de Lille. Une décision
qui provoque des remous chez certains magistrats. Je pense que si le parquet ordonne une enquête préliminaire, c'est que la chancellerie le lui a demandé. Et l'enquête préliminaire ne permettra pas aux investigations de se faire en toute indépendance, dans la mesure où le procureur recevra des consignes de la part de la chancellerie. En fait, on voit bien que c'est une façon d'enterrer le dossier. La décision du procureur de Lille ne satisfait pas la nouvelle présidente de région, Marie-Christine Blandin. Elle vient donc de porter plainte contre X avec constitution de partie civile. L'alliance Vert Rose à la région Nord-Pas-de-Calais survivra-t-elle à cet acte lourd de conséquences? Au chapitre de la médecine, une avancée scientifique qui est sans doute due à vous tous, téléspectateurs. L'argent du Téléthon, vous le savez, a déjà permis beaucoup de découvertes sur les maladies génétiques. En voici une nouvelle très importante. Des chercheurs français sont parvenus à fabriquer un muscle normal sur des souris atteintes de myopathie. C'est une première étape, il faut maintenant réussir la même opération sur l'homme. Jean-Daniel Flézaquier. Le contenu de ce tube marque peut-être une étape fondamentale dans le traitement futur de la myopathie. Une étape qu'on évalue actuellement sur de petites souris myopathes dont on essaie de réparer les muscles malades. Vu au microscope, un muscle, ce sont des centaines de fibres musculaires contenant chacune une substance indispensable au fonctionnement normal du muscle et qu'on appelle la dystrophine. Dans la myopathie, il n'y a pas de dystrophine, les fibres dégénèrent et le muscle meurt peu à peu. Alors les chercheurs ont eu une bonne idée. Ils ont pris un virus et l'ont rendu inoffensif. Dans ce virus, ils ont introduit un gène, le gène qui fait fabriquer la dystrophine par les cellules musculaires. Ils ont mis le tout dans une seringue et ont pu ainsi injecter ce produit dans les muscles des petites souris malades. Après plus de 3 mois, les chercheurs sont comblés. Une grande partie des fibres musculaires a retrouvé un aspect normal et refabrique de la dystrophine. Mais maintenant, le défi, c'est de trouver le moyen d'atteindre les muscles profonds, comme les muscles respiratoires ou le muscle cardiaque, et donc de trouver un moyen de répandre sans danger le virus et son gène dans l'organisme. La longue route vers le traitement de la myopathie aura encore beaucoup d'étapes, mais la première est sans doute déjà gagnée. Cette nouvelle encore qui endeuille tout le monde de la télévision, la mort de Patrick Roy. Il était l'un des animateurs les plus populaires et aussi l'un des plus appréciés par ses confrères, il faut le dire. Il était l'un des piliers de Radio Monte-Carlo et animait des émissions comme Le Juste Prix à la télé. Il est mort à l'âge de 40 ans d'un cancer. Il avait cessé toutes ses activités en octobre pour ses raisons de santé. Pour terminer maintenant, la magie des nouvelles images électroniques. Aujourd'hui, les ordinateurs parviennent à recréer des images où l'on voit des voitures, par exemple, qui n'existent pourtant même pas encore en réalité. C'est une expérience de Renault et de l'INA, et c'est étonnant. Patrick Esther. Un objet virtuel, vous savez ce que c'est? C'est un objet que l'on voit, mais qui n'existe pas. Exemple sur ces vues, les paysages sont réels, mais cette voiture tout-terrain est une image, elle n'existe pas encore. Ce que vous voyez ici, c'est une image calculée par un ordinateur, et vous pouvez donc la modifier comme bon vous semble, puisqu'elle n'a aucune existence physique réelle. Pour les ingénieurs de Renault, il ne s'agit pas d'un spectaculaire tour de magie électronique, mais d'un travail très sérieux. Les images calculées par ordinateur permettent en effet de visualiser en mouvement des voitures tout juste imaginées par le cerveau des designers. Le système permet de juger la façon dont le véhicule s'intégrera dans son environnement, et cela sans jamais faire rouler la voiture sur une route, et donc sans prendre le risque d'être espionné par la concurrence. Et concrètement, comment cela se passe? Une équipe vidéo commence par filmer des paysages naturels. Les mouvements de la caméra sont d'abord réglés sur le passage d'un véhicule équipé de cibles. L'ordinateur repère toutes les positions de ces cibles et les enregistre dans ses mémoires. La caméra filme ensuite le décor sans voiture, tandis que l'ordinateur mémorise les mouvements de la caméra. Dès lors, tout devient possible en combinant ensemble images réelles et images synthétiques. Avec ce système, la mise au point d'un nouveau projet devient incroyablement plus rapide. L'industriel peut économiser des maquettes, du temps et donc beaucoup d'argent. Fin de cette édition. Dans un instant, la météo de Sophie Davant. Le mauvais temps revient, mais la neige aussi ce week-end. Vos rendez-vous ce soir, 20h50, envoyé spécial, 22h20, Taratata de Nagui, et un petit peu avant minuit, le journal de Catherine Sellac. Bonne soirée sur France 2, à demain, 20h.